OK, let's go. Et ben, bonjour à tous, et à toutes. Ravie du coup d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire dédié au développement RH. Donc comme vous l'avez vu, c'est guider les talents vers l'excellence grâce à l'IA et aux outils digitaux et collaboratifs. Bon, mais pas que, bien sûr. On va aborder plein d'autres, thématiques. Alors qui je suis pour, vous parler de ça? Moi, je suis Amélie Favre-Guittet, je suis la fondatrice de Talent Management Group qui comprend plusieurs marques commerciales. La première, c'est Madircom, qui a un cabinet de conseil RH et de marque employeur. Le second, c'est Pim McCarry, donc la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, qui intervient dans les écoles de commerce, auprès des étudiants, mais aussi auprès des alumni, sur toute la partie développement perso et développement professionnel. On a aussi la marque Boost Me Up, qui est une plateforme digitale qui aide les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Et on a également PG Coaching, qui est géré par mon mari et qui fait du développement personnel et pro. Oui, oui, vous avez bien entendu, par mon mari, parce que je travaille avec mon mari, mais c'est moi la patronne. C'est quand même important. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Je suis très présente sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre, à me poser aussi des questions sur LinkedIn. S'il y a des références de bouquins ou des personnes dont vous aimeriez, avec qui vous aimeriez être mis en relation, je le ferai avec grand plaisir. Je m'excuse déjà pour ma voix qui, de temps en temps, dérape, parce que j'ai un début peut-être d'extinction de voix, de mal de gorge, un mélange de plein de choses. Donc, de temps en temps, j'irai peut-être m'hydrater pour avoir une voix plus fluide. Tout ce qu'on a prévu de voir ensemble aujourd'hui, c'est déjà de comprendre pourquoi parler de développement des talents, c'est un sujet qui est important. Et après, je vous ai prévu 5 petites parties, l'intelligence artificielle et le développement des talents, les outils collaboratifs, le travail hybride, qui a aussi un impact, comment on peut créer des équipes, alors j'ai appelé ça d'élite, mais c'est surtout des équipes qui sont engagées et performantes, et les 2 ensemble, c'est aussi un sacré challenge. Et c'est ma petite patte à moi. J'aime bien parler aussi de toute la partie, intergénérationnelle, dans le développement des talents, parce que souvent quand on parle de talent, on entend souvent les jeunes talents, alors qu'en fait, on a quand même des personnes, qui ont de très beaux potentiels et de très belles expériences dans les entreprises, qui sont aussi des talents et qu'il ne faut pas oublier. Voilà un petit peu tout le programme. J'espère que le programme vous convient. De toute manière, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix. C'est celui que j'ai prévu. Et je vois qu'on a également Mélisse et Gilles qui viennent d'arriver. Bienvenue, ainsi que Martine. Alors, pourquoi le développement des talents, c'est quelque chose qui est important. Je pars vraiment du principe que c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour toute entreprise, que ce soit une TPE, une PME, une ETI, un grand groupe, vraiment toute taille. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un monde qui est en constante évolution, qui est très volatile aussi. Et c'est aussi un monde dans lequel le travail hybride, aujourd'hui, ça devient clairement la norme. Et c'est vraiment important de savoir comment on va utiliser toutes les technologies qui existent aujourd'hui et qui vont exister, certainement, demain et après-demain, pour vraiment arriver à maximiser le potentiel de toutes les équipes avec lesquelles vous allez travailler, que ce soit votre équipe à vous ou même les équipes, des services pour lesquels vous allez être mandatés de travailler. Donc les points essentiels, la première partie, c'est le côté transfo digital. On vit forcément aujourd'hui dans une ère où la transformation digitale, elle est rapide. Les technologies, que ce soit de l'intelligence artificielle, la blockchain, l'internet des objets, c'est quand même quelque chose qui est en train de révolutionner la manière dont les entreprises fonctionnent. Et dans ce contexte, forcément, il y en a les talents qui peuvent naviguer soit de manière assez facile dans cet environnement un peu technologique, et puis on en a d'autres qui ont des fois un petit peu plus de difficultés. Ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de mentalité, de la manière dont les talents vont naviguer de manière assez aisée ou pas dans cet environnement un peu technologique. Si je prends par exemple l'exemple de Salesforce, c'est une entreprise qui a investi massivement dans la formation de ses employés, notamment sur de la formation aux nouvelles technologies. Et ça a permis vraiment de rester à la pointe de l'innovation et de maintenir une croissance qui est vraiment constante aujourd'hui au sein de l'entreprise Salesforce. Dans le secteur de la santé, vous avez aujourd'hui de plus en plus de TPE qui utilisent des outils d'IA. L'objectif, c'est quoi? Ça va être d'automatiser plein de process administratifs et de libérer du temps pour les collaborateurs pour qu'eux puissent se concentrer vraiment sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Le résultat pour la TPE ou l'ensemble des TPE qui utilisent ce genre d'outils, c'est clairement faire en sorte que les collaborateurs soient de plus en plus satisfaits de leur travail et qu'en même temps, il y ait une meilleure qualité de service qui soit proposée pour les clients.
Donc en fait, tout le monde aujourd'hui a un intérêt à utiliser ce type d'outils. On est aussi dans une époque où on entend beaucoup, hein, parler le terme de guerre des talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises s'arrachent assez facilement, pour essayer de capter l'attention des candidats, pour essayer de peut-être d'aller en débaucher à la concurrence et surtout faire en sorte qu'ils restent, dans l'entreprise. Donc le côté rétention des talents, rétention des potentiels, rétention des candidats, des salariés, peu importe ce qu'on met derrière le mot rétention, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et en fait, dans ce scénario, savoir, justement comment on va développer, les compétences en interne, ça devient clairement stratégique, et c'est, essentiel que l'on soit au service RH ou qu'on soit un manager, de se dire: «OK, aujourd'hui j'ai une équipe qui est constituée, elle est au top. Comment je fais pour la garder? Comment je fais pour, faire en sorte qu'elle soit toujours motivée? Comment je fais pour qu'elle soit toujours engagée? Et du coup, comment je fais pour qu'elle soit toujours productive?» Tout ça, ça va effectivement ensemble. On a aussi la partie, performance et compétitivité. Heu, Ça, c'est lié, le développement des talents est forcément lié à ces 2 éléments, à la partie, performance et compétitivité de l'entreprise. C'est, Deloitte qui a fait une enquête et qui a, déterminé que les entreprises qui investissaient dans le développement des talents avaient un taux de rétention 30 plus élevé et sont 2,5 fois plus susceptibles d'être leaders dans le secteur. Et je vous ai dit Deloitte, pas du tout, c'était McKinsey. C'est McKinsey qui a fait cette étude. Et ça, c'est vraiment important de se dire que, Heu, bah, plus une entreprise va adopter des technologies, qu'elles soient avancées ou juste, naissantes, que ce soit même dans le service RH, ça va vraiment aussi, augmenter l'efficacité des process de développement des talents et ça peut augmenter jusqu'à 40 cette efficacité, de process de développement de talent. Donc ça veut dire que plus on y met aussi de l'intelligence, artificielle et bien plus l'intelligence collective va être efficace. Donc ça, c'est vraiment l'objectif pendant tout le webinaire, de pouvoir vous proposer et de vous fournir plein d'outils, des stratégies, des exemples concrets pour vraiment vous aider à transformer la manière dont vous allez gérer vos ressources humaines, que vous soyez RH ou que vous soyez manager. Dans les deux cas, pour le coup, c'est important. Je vais vous mettre dans la conversation l'enquête de McKinsey, parce que ça peut être intéressant aussi si certains veulent aller la consulter en long, en large et en travers. Hop, comme ça. Amélie, est-ce que je peux poser deux questions dès maintenant? La première, c'est quoi exactement? Comment on définit un talent? Et dans une entreprise, en moyenne, on estime que les talents représentent combien de pourcentage de la masse, enfin pas de la masse salariale, mais du nombre de collaborateurs dans Alors l'entreprise? j'y répondrai plus tard parce que j'ai la réponse un peu plus loin dans D'accord. la presse. Voilà, Mais c'est pareil pour en tout moi cas, alors. la répartition on va dire dans la masse salariale, j'en parle un peu plus loin. Après la définition du mot talent, il n'y a pas vraiment de définition aujourd'hui. Enfin, j'en connais pas purement, on va dire scientifique ou carré. Tout le monde a un peu son appréciation du terme talent, mais c'est souvent, on les conçoit souvent comme étant les personnes qui vont amener le plus de valeur ajoutée à l'entreprise, qui vont lui permettre d'être le plus productive. Et tu verras qu'après, il y aura un lien forcément avec le pourcentage qu'ils occupent dans la part de l'entreprise. Mhm, ok, Parce qu'en merci. fait, ils sont minimes, mais ils font beaucoup plus que la majorité. Donc c'est pour ça qu'on estime que ce sont des talents et qui sont assez exceptionnels. Faut effectivement. Ah du coup, attendez, parce que je l'ai envoyé à Alix en message. Je ne voulais pas envoyer à tous. Hop, là c'est mieux. Voilà, là vous l'avez l'étude de McKinsey. Première partie du coup que je vais aborder, c'est la partie sur l'intelligence artificielle dans le développement des talents. On va aborder plusieurs choses, à la fois le côté application de l'IA en RH. Je vais aussi aborder quelques cas d'entreprise et on va aussi parler d'un peu d'éthique avec l'IA forcément. L'application de l'IA en RH, on le voit, l'IA, l'objectif, c'est le potentiel a clairement un potentiel pour révolutionner presque tous les domaines de la fonction RH. Là, je vous ai mis un petit mapping de la HR Tech des startups en France. Si j'avais mis celui monde, je pense que j'avais pas assez d'une slide. Parce que ça va regrouper à la fois le côté recrutement, gestion des talents, formation. Enfin, il peut y avoir tellement de choses, et même l'administration du personnel peut être gérée grâce à de l'IA. Et ça permet vraiment une approche très individualisée et très
automatisé de toute manière avec l'IA. On le voit, vous le connaissez déjà pour beaucoup, le fait que l'IA soit utilisée pour détecter des soft skills à partir des CV. On a notamment des entreprises comme Assess First qui utilisent l'IA pour aussi objectiver la définition d'un profil cible. À un moment donné, les soft skills, comme on sait qu'elles sont de plus en plus valorisées par rapport aux hard skills, l'outil va essayer vraiment de vous valoriser un profil en disant, voilà, par rapport à votre demande, voilà ce qui est recherché. Je sais que notamment en recrutement avec Assess First, quand une entreprise fait appel à eux, le manager du service va passer son test et tous les candidats potentiels vont aussi passer le test. Et en fait, l'IA va faire un matching entre les valeurs et les soft skills de la personne pour voir si c'est compatible avec le candidat potentiel. Donc, on fait vraiment le matching. Est-ce que, OK, tu es doué pour le job, mais est-ce que tu es fait pour travailler avec l'équipe? Donc, le côté humain, aujourd'hui, est quand même ultra important là-dessus. Et donc, l'IA peut facilement essayer d'éviter un maximum de biais pour essayer de se centrer sur, OK, est-ce que tu vas t'entendre avec un tel si jamais il se comporte de telle manière? Dans la formation, hein, l'IA, ça peut aussi personnaliser plein de parcours de formation en fonction des besoins et des compétences individuelles. On a IBM qui utilise l'IA pour créer des parcours de formation personnalisés, qui va adapter le contenu en fonction des besoins de chaque collaborateur. Et il y avait, selon leurs sources, ça avait même augmenté de 30% l'engagement dans les formations. Parce que se dire que aujourd'hui, on n'est plus là à suivre une formation lambda comme tous ses collègues ou comme toutes les autres, comme la même chose comme dans toutes les autres entreprises, mais c'est là, j'ai un besoin spécifique et donc la formation s'adapte à moi. Donc ça, c'est assez magique aussi. Il y a aussi toute la partie évaluation des performances pour être sûr que chaque collaborateur est bien dans son job et amène suffisamment de productivité. Et l'IA peut aussi évaluer en temps réel la performance de chaque collaborateur. Donc, elle va analyser des données comme le temps passé sur une tâche, la qualité de travail, même le bien-être des collaborateurs, pour essayer d'avoir une map un peu, une évaluation beaucoup plus complète. Dans ce secteur, le plus connu est souvent 365 talents, mais vous avez une jeune pousse qui est en train d'arriver qui s'appelle Hawk RH, O-A-K, qui reprend un peu tout ça, donc travaille à la fois le bien-être des collaborateurs, peut faciliter les mobilités internes aussi, parce qu'à un moment donné, à travers une annonce, il a le parcours des candidats et il peut faire du prédictif en disant que tel candidat avec tel type de formation pourrait correspondre à l'offre qui est à pourvoir en interne. Donc, le côté prédictif peut être quand même très intéressant. Fait aussi avec l'IA des complémentarités en disant que tel candidat aujourd'hui est capable de faire telle mission ou potentiellement risque de s'ennuyer s'il reste trop longtemps sur tel type de mission. Donc, il y a vraiment un enjeu avec cette nouvelle startup qui est en train d'arriver de vraiment révolutionner, de faciliter pour les RH l'évaluation des compétences, l'évaluation des performances et permet clairement aussi aux managers de prendre des décisions, les bonnes décisions au bon moment. Hein, donc, on va appeler ça des décisions éclairées parce que justement, on arrive à adapter grâce à l'IA les informations tout de suite en fonction des candidats que l'on a en base. 365 talents, ils sont plutôt doués dans les grands groupes. Au RH, ils vont plutôt s'occuper des PME dès leur lancement. Mais c'est vraiment, voilà, c'est tout le potentiel que peut proposer l'IA. L'objectif étant toujours que l'humain est là vraiment pour amener sa valeur ajoutée supplémentaire, c'est-à-dire sa réflexion, son analyse, sa relation, là où l'IA, on lui demande juste d'analyser et de prédire des choses. Donc, c'est des éléments, en tout cas, qui peuvent vraiment... je ne sais pas si vous les connaissiez ou pas, ces deux entités, 365 talents. Et Perrine me dit que oui, et OKRH. 65 talents, ouais. Mais je crois qu'il y a quelqu'un de BSK qui est très active là-dessus. OK. Sur OKRH, vous pouvez suivre, c'est sur LinkedIn, c'est le barbu qui parle RH. Il s'appelle comme ça, mais son vrai prénom, c'est son surnom. Parce qu'il est barbu, donc du coup, il s'est surnommé le barbu parce qu'il a même son podcast, le barbu qui parle RH. Je vous retrouve son nom tout de suite. Nicolas Pazetti.
Je vous l'ai mis dans le lien dans le chat. Merci. Je Mais suis la seule on à a pas. perdu, on a perdu Ouais, Amélie, je crois. ouais. Est-ce que je suis la seule à pas entendre Amélie? Le micro n'est pas coupé. On n'entend pas. Vous m'avez récupéré. Oui. Oui. Les paramètres n'arrêtent pas de changer. Tout à l'heure, il me mettait sur Teams, il m'a mis sur mon téléphone, on ne sait pas pourquoi. L'essentiel, c'est que vous m'ayez récupéré. Nickel. Dans les deux cas d'entreprise que je voulais vous présenter, donc c'était à nouveau Assess First, mais aussi l'ESN Aztec. Donc Assess First, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions de recrutement prédictif, basées donc, sur de l'IA. Aujourd'hui, ils mènent très souvent des études, et ils ont notamment mené une étude sur 85 000 personnes pour justement évaluer cette capacité à changer. Et ils ont eu une méthodologie assez sympa, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont analysé des données, donc à la fois psychométriques, des compétences et des expériences professionnelles. Et en fait, ils ont découvert que les individus ayant des capacités d'abstraction et de leadership supérieures, on va dire, à la moyenne, c'est-à-dire une ouverture intellectuelle, on va dire, était 30% plus susceptible d'évoluer rapidement et d'atteindre des fonctions de direction. Donc, ils arrivaient à faire des liens de cause à effet en disant, OK, quelqu'un qui a tel type de capacité, ben, potentiellement a plus de chances d'évoluer vers tel type de poste. Et en fait, cette approche, elle a vraiment permis aux entreprises de mieux cibler leurs efforts de recrutement et de développement de talent aussi en interne, parce qu'ils savaient exactement sur quel type d'individu ils pouvaient se concentrer pour les aider à réussir, à être encore plus productifs, épanouis, engagés. C'est nos fameux talent, je ne dirais pas encore le pourcentage. Et le deuxième exemple, c'est Aztec, donc qui est une ESN qui emploie à peu près 3000 salariés. Et eux, ils utilisent l'IA pour améliorer leur communication RH, que ce soit en interne ou en externe. Et en fait, ils ont des petits chatbots qui sont alimentés par l'intelligence artificielle, qui vont gérer l'ensemble des interactions RH. Alors, le chatbot, on en a tous déjà utilisé, hein, ça peut répondre à des questions. Et donc, plus les questions sont fréquemment posées, et plus le chatbot s'alimente aussi des réponses qui sont proposées. Il peut aussi aider à la gestion d'une tâche administrative, c'est-à-dire qu'on va interroger le chatbot sur ce qu'on doit faire, comment je fais pour poser des congés, comment je fais pour annoncer un arrêt, comment je fais pour avoir une mobilité. Et en fait, ça va même aussi suivre le process de recrutement. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site et que vous avez postulé, vous allez avoir le petit chatbot qui va vous dire où vous en êtes dans votre candidature et qui va vous tenir au courant. Là, l'objectif pour eux, c'était vraiment à la fois en externe d'améliorer toute l'expérience candidat et en accélérant forcément le process de recrutement, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'un process de recrutement qui est trop long, les 3/4 des candidats, ils abandonnent en cours de route. Et en interne, pour eux, c'était faciliter la communication entre les employés et le département RH, parce que très souvent, malheureusement, les RH, c'est le service le plus détesté des entreprises. Et l'objectif, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse communiquer facilement, qu'on n'attende pas 3 ans pour avoir des réponses, comprendre aussi ce que fait le service RH, savoir où en est notre dossier. Et donc, ça permet vraiment de mieux gérer à la fois la com, mais aussi toute cette partie un peu mobilité. Parce que dans une ESN, et notamment chez Aztec, ils sont répartis sur tout le territoire. Ils ne sont pas tous dans une même région. Et donc, c'était aussi l'intérêt on est ensemble et on arrive à communiquer et à échanger tous ensemble via ce petit chatbot. Donc là, c'est des petits outils qui sont assez sympas, accessibles du coup aussi par beaucoup de monde. Et c'est ce qui permet d'avoir des avantages concurrentiels aussi très intéressants. L'éthique, forcément, il fallait qu'on en parle un petit peu. On a notamment les biais algorithmiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais algorithmique? C'est un biais, généralement, il va se produire lorsque l'algorithme, il va reproduire ou il va amplifier des stéréotypes ou des préjugés qui existent dans notre société et dont les données, sur lesquelles il a été formé, en fait. C'est-à-dire que l'humain, derrière la machine, a rentré machinalement des informations ou des données et a induit en erreur, du coup, l'algorithme
qui lui, bah, peut pas faire la part belle, pour savoir si c'est un biais ou pas. Je crois qu'il y a des scientifiques qui sont en train de travailler là-dessus pour que la machine arrive à repérer les biais. Donc voilà, c'est tout un système d'apprentissage forcément algorithmique. Le problème, bah, on comprend tous, c'est-à-dire que si à un moment donné la machine intègre des biais algorithmiques, bah, ça va entraîner de la discrimination dans le recrutement, de la discrimination dans la promotion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être que des hommes blancs de plus de 40 ans qui vont être promus à des postes. Ça peut être aussi dans l'évaluation des performances, c'est-à-dire qu'on oublie certains critères ou on met pas certains en avant, et du coup, bah, il y a une dissonance dans la manière dont on va évaluer la performance des collaborateurs. Et ça, bah, c'est un algorithme qui se trompe dans le recrutement et qui pourrait discriminer des candidats, vous pensez à qui comme ça, normalement dont tout le monde a entendu parler il y a quelques années peut-être? Non? Personne? Si je vous dis Amazon, vous avez pas entendu de l'histoire Amazon? Ça avait fait grand bruit. C'était le fait que, Amazon justement, son algorithme pour faciliter les recrutements, bah, il a été rempli de plein de biais, et à un moment donné, ils se sont rendus compte que dans leur recrutement, quand leur robot analysait les CV, il écartait automatiquement tous les CV de femmes. Parce que, dans les habitudes de recrutement, c'est-à-dire que, Amazon a fourni des informations à l'algorithme en disant: «Beh, voilà les profils que l'on a l'habitude de recruter ou qui ont travaillé avec nous 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe», et le robot en a déduit que, c'était majoritairement des hommes et majoritairement des hommes blancs. Et donc, à un moment donné, bah, le robot a dit: «Bah oui, je me rends compte que dans vos salariés, vous avez majoritairement ce type de population, et donc, bah, quand des CV arrivent, même s'ils sont compétents, je les écarte parce qu'ils ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre masse salariale». Et donc là, du coup, Amazon a réagi en disant: «Ouh là là, attention, faut pas écarter les gens, au contraire». Et il y a eu tout un chamboulement forcément de leur algorithme, et ça a fait, bah, grand bruit parce que, bah, il y avait de la discrimination à ce moment-là, au moment du recrutement chez Amazon. Et ils s'en sont rendus compte quand ils ont compris pourquoi l'algorithme supprimait, parce que c'était basé sur, bah, leurs habitudes à eux d'avant, et l'objectif du robot, c'est justement de changer ses habitudes. Mais ça, le robot pouvait pas le savoir. Hem Mais il y en a plein. Il y a eu plein d'entreprises comme ça qui ont connu des erreurs de recrutement, en lien avec les biais algorithmiques. C'est quelque chose qui arrive malheureusement très souvent. Donc ça, c'est vraiment important. Demain, si vous utilisez des algorithmes, c'est aussi de s'assurer que les algorithmes, bah, sont conçus de manière éthique et équitable. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des audits aussi réguliers des algorithmes. C'est aussi de la formation éthique pour les équipes de développement, c'est leur expliquer que quand elle rend tel type de données, ça peut aussi induire la machine en erreur. Chez Google, typiquement, ils ont mis en place un comité d'éthique en IA pour justement examiner les algorithmes et s'assurer qu'ils sont exempts de biais. Mais ça demande effectivement beaucoup de temps, d'investissement, hein, c'est aussi de l'argent, hein, et de l'humain aussi qui doit rechecker derrière. Donc l'humain est toujours utile, on ne peut pas laisser l'IA tout seul. En termes de confidentialité des données, bah, c'est aussi l'importance, de la gestion de la donnée personnelle, parce que, vous allez nourrir l'algorithme avec de l'information, mais c'est peut-être des données personnelles que vous avez collectées, et derrière se dire: «OK, mais comment je vais gérer de manière sécurisée?» Donc on a nos règles forcément en Europe avec toute la partie RGPD, qui impose quand même des règles assez strictes sur la collecte, le stockage ou l'utilisation des données. Mais c'est aussi important de se poser la question, c'est aujourd'hui nos données, sur quoi elles sont entreposées? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est à l'international? Qui y a accès? La personne enfin, là où sont nos serveurs, c'est quelle est la législation? Tout ça, c'est des éléments qui sont aussi importants à prendre en compte si on décide de travailler de plus en plus avec de l'IA. Donc, il y a quelques mesures qui peuvent être prises, que ce soit des systèmes de cryptage, d'audit de sécurité réguliers, de formation des collaborateurs. L'objectif étant toujours d'avoir des meilleures pratiques en termes de sécurité de données. Chez Salesforce, ils utilisent le cryptage avancé en fait pour sécuriser les données de leurs clients. J'imagine les leurs aussi. Là, ils communiquaient surtout sur ceux de leurs clients pour rassurer l'ensemble des clients. Mais voilà, donc si demain vous sélectionnez un prestataire, un partenaire qui utilise de l'IA, c'est aussi intéressant de le questionner en termes d'éthique, en termes de gestion des données, en termes de lui, comment il forme ses équipes,
comment il les challenge? Est-ce qu'il y a des audits réguliers qui sont mis en place pour s'assurer que, OK, la startup a sorti un super outil, mais comment elle s'assure que c'est vraiment éthique et équitable? Comment elle s'assure qu'il est toujours à jour? Tous les combien fait-elle des audits? Est-ce que ces audits sont publics? Est-ce que vous y avez accès? Parce que vous avez peut-être payé un outil très cher. Donc, ça peut être aussi intéressant de savoir derrière tout le risque et tout le potentiel que vous pouvez aussi avoir. Concernant la partie sur les outils collaboratifs et digitaux, c'est des éléments qui sont aujourd'hui, entre guillemets, faciles à utiliser pour vraiment accompagner le développement des talents. Pareil, je vous ai mis une petite map avec plein d'outils qui existent. On a quoi? On a du Slack, du Discord, on a du Teams, forcément, de l'Asana, du Trello, du Notion, et encore, c'est qu'une infime partie de ce que j'ai pu vous donner. Les outils collaboratifs aujourd'hui, on l'a vu avec la pandémie, c'est clairement devenu indispensable parce que ça va nous aider à mieux communiquer, à mieux collaborer et à mieux travailler ensemble sans être ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un contexte où le travail devient de plus en plus hybride, où il est de plus en plus à distance. Et l'objectif, c'est comment on peut gérer ce temps où on n'est pas ensemble, où on est peut-être en asynchrone, comment on peut faciliter cette communication, parce qu'on a peut-être des collaborateurs qui ne sont pas sur je sais pas moi, le même fuseau horaire, donc quand moi je me couche, eux ils se lèvent, comment on fait pour travailler ensemble, comment on arrive à coordonner l'ensemble de ces projets pour ne pas perdre de temps. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants et que les outils collaboratifs peuvent vous aider. Le défaut, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir tester plein d'outils et du coup d'avoir plein de petits outils éparpillés un peu partout. Alors, il y a plein d'outils ou d'IA qui regroupent aussi ces outils pour essayer de les centraliser en un seul endroit. Donc, les outils collaboratifs, c'est aussi une map qui est énormissime en termes de possibilités. Et encore, là, je vous ai parlé juste un peu de Notion, mais sachant qu'en plus, c'est un outil de no-code, donc vous pouvez aussi faire énormément de choses avec du no-code. Si je prends Slack et Discord, je les ai mis ensemble parce que c'est la même chose. C'est en gros des messageries instantanées qui vont là pour faciliter la communication en temps réel. Ça permet d'intégrer plein d'autres services parce que vous pouvez automatiser et mettre des liens entre Slack et des outils que vous utilisez. Et en fait, vous recevez les notifications dans votre Slack. Typiquement, je prends l'exemple de Shopify qui utilise Slack. Pour eux, c'est un outil qui va permettre d'intégrer tous les nouveaux salariés. Et en fait, l'objectif, c'est de les aider à se familiariser à la culture d'entreprise. Donc, en arrivant sur Slack, ils ont différents canaux de discussion. Ils vont pouvoir intégrer alors des canaux ou des chaînes de discussion. Et l'objectif, c'est de pouvoir répondre en temps réel. Vous savez, sans ces chaînes d'emails qu'on peut avoir, où on est toujours en réponse à tout le monde, même si ça ne nous concerne pas. Et on se retrouve avec 50 emails dans notre boîte qui ne servent à rien. Là, sur Slack, c'est les points essentiels du dossier, les rappels, les points étapes, et les personnes concernées sont uniquement dessus, et ça permet vraiment d'échanger. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être mises en place. Alors, je sais que ce n'est pas forcément autorisé dans toutes les entreprises, parce que Slack, c'est une boîte américaine notamment, et qu'en termes de sécurité, beaucoup d'entreprises le refusent. Mais ça peut être aussi un moyen, et c'est quand même plus pertinent d'utiliser un Slack ou un Discord. Souvent, les jeunes connaissent un peu plus Discord. Tous ceux qui font du gaming aussi utilisent plus Discord. Ce qui va être intéressant, c'est de réunir vraiment la com et d'éviter d'avoir des groupes WhatsApp. Parce qu'on a quand même encore beaucoup d'entreprises qui travaillent avec des groupes WhatsApp et normalement, c'est interdit. Parce que je rappelle quand même que WhatsApp, c'est censé être sur votre téléphone perso. Et donc, un groupe WhatsApp boulot sur votre téléphone perso, normalement, c'est no way. Avec le fameux droit à la déconnexion, vous n'êtes pas censé créer des groupes WhatsApp. Donc, voilà, le côté Slack ou Discord peut être intéressant. Après, vous avez d'autres messageries internes que vous pouvez utiliser. Il y avait un petit français qui existait aussi sur la partie Slack, mais je n'ai plus son nom. C'était ils étaient à Strasbourg de souvenir. Il faudrait que je retrouve leur nom. Microsoft Teams, que je ne présente plus, parce qu'à force, je pense que dans toutes les entreprises, on l'utilise. C'est aussi cette plateforme collaborative qui va combiner plein de choses, que ce soit du chat, de la vidéoconférence, du stockage de fichiers, de l'intégration d'applications, ce que vous voulez. Donc, si c'est quelque chose qui convient à l'entreprise, il ne faut pas hésiter à le promouvoir, à mettre en place aussi des formations, à mettre en place peut-être des réunions pour expliquer comment ça fonctionne. L'objectif, c'est aussi de réduire un peu les silos d'information en structurant et en encourageant des bonnes pratiques dans l'utilisation de ces outils.
Asana et Trello, c'est des outils de gestion de projet. Alors, vous avez aussi Monday, qui est aussi un outil encore plus puissant en termes de gestion de projet. L'avantage, c'est qu'Asana et Trello, on peut déjà les utiliser en mode gratuit. Et en fait, l'idée, c'est de suivre un peu l'avancement des tâches et des projets. Donc, demain, en fonction des projets sur lesquels il faut travailler, c'est de se dire, OK, sur ce projet, on va bosser, je sais pas moi, sur Asana pour justement, si le projet est difficile et coordonner l'ensemble des équipes qui sont peut-être, je sais pas moi, présentes à l'échelle mondiale, chacun peut intervenir sur ce projet sans qu'on ait besoin de faire des visios qui durent 3 heures. Donc voilà, c'est le côté réactivité, partage de documents, partage d'informations, partage de ressources, enrichissement qui est vraiment intéressant avec Asana et Trello. Je sais que chez Deloitte, ils l'utilisent a priori pour de la gestion de projet, Asana. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Et Notion, je terminerai sur lui, qui est un outil tout en un, qui permet de prendre des notes, de gérer des projets, de créer des wikis d'entreprise. Aujourd'hui, tous les solopreneurs sur LinkedIn ne parlent que de Notion. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller aussi sur YouTube et à regarder. Il y a plein de vidéos passionnantes qui expliquent comment fonctionne Notion. Pareil, version gratuite et il y a aussi une version payante pour les entreprises qui veulent l'utiliser avec leur plein potentiel. C'est vraiment intéressant. L'objectif pour un manager, ce serait de pouvoir l'utiliser pour créer une base de données interne. Si vous voulez travailler sur toute la partie base de connaissances, avec le knowledge management, pour le coup, Notion peut être vraiment intéressant parce que les mises à jour vont être faciles. On ne va pas se perdre dans des dossiers qui sont éclatés dans toute l'entreprise. Et ça facilite vraiment l'accès à l'information pour tous les collaborateurs. Vous pouvez créer un onboarding avec Notion, vous pouvez créer un parcours de formation avec Notion, vous pouvez faire des mini-sites web avec Notion, vous pouvez faire vos tunnels de vente avec Notion, enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec Notion, et ce qui va vraiment vous permettre d'aider aussi l'ensemble des collaborateurs à être de plus en plus à l'aise avec des outils digitaux, avec des outils collaboratifs, et à réduire aussi un peu cette fracture numérique que l'on peut avoir. Et cette fracture numérique ne vient pas forcément des plus de 45 ou des plus de 50 ans. Tous les jeunes ne sont pas des geeks ou des digital natives. Encore une fois, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Mais donc voilà, ça peut être sympa d'arriver à réunir un petit peu tout le monde sur ces plateformes. Vous voyez dans la map qu'il y a derrière, on a du Klaxoon qui est connu. Après, j'aurais pu vous parler du Geniali, j'aurais pu vous partir de Kahoot. MindMaster, c'est pour faire des mind maps. Donc, si on veut aussi, pendant une réunion, dynamiser une réunion plutôt que d'écouter quelqu'un pendant 3 heures parler, on peut lancer une mind map pour que tout le monde puisse interagir en même temps. C'est autant de petites choses qui vont aussi, entre guillemets, ambiancer vos collaborateurs. Parce que vos collaborateurs font énormément de réunions. Ça peut être aussi intéressant de calculer le temps qu'ils passent en réunion et se dire, OK, tous mes collaborateurs passent énormément de temps en réunion. Comment on fait? Est-ce qu'on peut mettre en place, entre guillemets, des process où on va leur dire, OK, au-delà d'une réunion de 30 ou 40 minutes, il faut automatiquement prévoir un temps de pause, un temps de jeu, un temps d'animation pour que ce ne soit pas trop long et pénible pour tout le monde. C'est aussi ça, parce qu'on peut perdre beaucoup d'engagement auprès des collaborateurs s'ils passent beaucoup de temps en réunion et qu'à un moment donné, ils s'épuisent, ils s'essoufflent. Et alors qu'en fait, si des fois on ajoute des petites choses, ça permet de rebooster un peu les équipes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le droit de m'interrompre. Tous les défis et les bonnes pratiques autour des outils collaboratifs. Le défi, forcément, un défi culturel, parce que la culture d'entreprise, ça peut être un obstacle, surtout si elle n'est pas ouverte à l'adoption des nouvelles technologies. La résistance au changement, c'est quand même un défi qui est très présent en France. Donc voilà, c'est ce défi d'arriver à mettre des nouveaux outils, ah ben non, c'était mieux avant. Voilà, c'est comment on peut avancer pas à pas et ajouter un élément à la fois pour que tout le monde puisse comprendre que s'il y a un intérêt en termes de production, d'organisation, de structuration, de gestion du temps, des priorités, qui peut aider grâce à l'utilisation des outils collaboratifs. La peur du changement, forcément. Vous pouvez avoir plein de collaborateurs qui vont être réticents à adopter des nouveaux outils. Et donc là, ça va être
une des techniques, c'est souvent de les impliquer dans un processus de sélection ou dans une formation sur ces outils. C'est-à-dire qu'on va vraiment leur demander de tester l'outil, de faire un retour, voire de créer une mini-formation pour les collègues. Donc voilà, plus on les implique, plus on les valorise, et plus pour eux, ce sera aussi facile de le mettre en avant. Donc c'est dans les bonnes pratiques, c'est d'offrir des formations, de mettre en avant des tutoriels. Ça peut être des tutoriels en vidéo. Aujourd'hui, tout le monde aime. LinkedIn a lancé les nano formations, donc des petites formations en 90 secondes. Pourquoi pas aussi envisager ce type de formation aujourd'hui dans une entreprise où on est quand même sur du snacking, hein, c'est-à-dire qu'on va un peu surfer et on va aller grignoter l'information là où elle est. C'est fini le temps où les gens passaient une après-midi sur une formation à écouter quelqu'un. Aujourd'hui, on veut quand même des choses qui soient beaucoup plus concrètes. N'hésitez pas à challenger les collaborateurs. Vous pouvez très bien lancer un concours à celui qui trouvera le meilleur outil avec un lot derrière à gagner, en disant voilà, on a 10 outils, qui veut les tester, qui veut essayer de gagner un cadeau en faisant tel truc. C'est tout à fait possible. Et puis après, il y a le côté feedback aussi. C'est se dire, OK, vous souhaitez mettre en place un outil, mais et si vous avez plein de personnes qui n'en veulent pas, c'est aussi de comprendre pourquoi ils n'en veulent pas, quel est leur besoin, quelle est leur crainte, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, quelles seraient les opportunités qu'ils pourraient avoir en utilisant ce genre d'outils. Ouais, c'est vraiment tout ça. Faut vraiment voir les outils collaboratifs. C'est pas juste des gadgets technologiques. C'est vraiment ça doit, en tout cas, ça doit vraiment être des leviers stratégiques qui vont être là pour transformer la manière dont vos équipes vont communiquer, la manière dont vos équipes vont collaborer et la manière dont vos équipes vont atteindre leur objectif. Parce que l'objectif premier étant quand même d'atteindre un objectif, il faut que ça rapporte aussi quelque chose à l'entreprise. Donc, c'est comment on peut mieux faire et comment on peut mieux travailler tous ensemble dans le bien, dans l'objectif du bien commun de l'entreprise. Donc, je vous parlais de formation. Et c'est vrai qu'il peut y avoir plein de potentiel. Vous avez... Alors, la formation, pour moi, c'est un élément qui est essentiel, qui n'est pas encore... Alors, qui est pas dans notre culture française non plus. C'est-à-dire que les gens attendent toujours à ce que ce soit l'État ou l'entreprise qui finance des formations. Le côté j'investis sur moi, j'investis sur ma carrière, sur mon avenir, ça commence à arriver, mais ça a un petit peu du mal. Alors que c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Si aujourd'hui, la formation initiale et la formation continue, les deux ensemble, c'est clairement ce qui va permettre de développer les talents au sein d'une entreprise, que ce soit pour eux ou pour l'entreprise. Alors pour ça, vous avez forcément plein de choses. Vous avez des plateformes en ligne qui offrent plein de solutions en termes de flexibilité et de personnalisation. L'avantage, c'est que chaque collaborateur peut vraiment se former à son rythme. Les entreprises ont très souvent des plateformes internes pour réaliser ça. Donc, vous avez plein de ce qu'on appelle des LMS pour former les collaborateurs. Et vous pouvez du coup intégrer tout votre plan de développement individuel de l'ensemble de vos équipes. Donc ça, c'est assez facile. Il y a des bonnes pratiques en termes de gamification notamment, mais je crois que j'en parlerai un petit peu après. Là, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis LinkedIn Learning, forcément. LinkedIn Learning, c'est plateforme de formation en ligne qui propose des formations sur plein de sujets professionnels, ça va du marketing au développement de logiciels. Ils ont lancé là récemment donc les nanos, donc en 90 secondes. L'objectif, c'est que les collaborateurs, ils ont un besoin spécifique, ils peuvent y aller tout de suite. Il y a même Adobe qui utilise LinkedIn Learning pour former ses collaborateurs, que ce soit en design ou en marketing. Donc, voilà, tout le monde peut vraiment en profiter. C'est des formations qui ne sont pas forcément très longues, qui ne prennent pas beaucoup de temps, sur lesquelles on peut recevoir des certifications. Donc, c'est aussi valorisant pour les collaborateurs de se dire que je suis reconnu pour la formation que je viens de suivre. Et ça le sera encore plus si le collaborateur derrière peut utiliser la compétence qu'il vient d'acquérir grâce à la formation. Parce qu'on a aussi on a des stats là-dessus aussi où beaucoup de collaborateurs sont ravis d'avoir suivi une formation. Ils sont à peine 10% à la mettre après en application, donc c'est quand même un petit peu dommage. Et ils sont surtout très souvent déçus de ne pas exploiter cette compétence dans le cadre de leur travail.
Donc ça se forme, mais derrière, il ne se passe pas forcément grand-chose. On a Coursera et Udemy, que vous connaissez peut-être, qui proposent des cours. Alors Coursera, ce que j'aime bien, c'est que c'est des cours universitaires en ligne dans plein de domaines, qui reprend des formations accessibles. Alors, il peut y avoir de tout, hein, même en data science. Et c'est des cours universitaires, mais de grandes universités connues à l'international, en fait. Vous pouvez suivre des cours de Oxford, de Harvard. Donc, c'est juste quand même incroyable. Donc, ça, c'est aussi des choses où vous pouvez acheter des licences pour vos collaborateurs. Vous pouvez assigner des cours spécifiques en fonction des besoins de chacun. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être flatteur, c'est-à-dire, tiens, qui veut gagner un cours à Harvard qui veut suivre un cours à Harvard. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Udemy, alors c'est un peu du mass market. C'est la plateforme qui offre des cours sur tous les sujets possibles et inimaginables. Et alors, ils font des promos toute l'année. Donc, les premiers cours commencent à 9,99 €. Vous pouvez télécharger les cours derrière. Vous avez aussi la certification derrière. Donc, vous pouvez aider vos collaborateurs à évoluer et à grandir au sein de l'entreprise très facilement avec ce genre de parcours. Il y en a qui achètent des cours comme ça en ligne de temps en temps, indépendamment de ce que l'entreprise vous propose de faire peut-être. Non, personne. Oui, je vous le disais. Moi, j'en achète plein. Alors, j'ai pas toujours tout le temps de les suivre, mais j'essaye de m'obliger du temps effectivement pour de la formation. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même passionnantes. Et puis, c'est aussi le plaisir de découvrir, moi, ce que j'appelle aussi le côté curiosité intellectuelle, le plaisir d'aller au-delà de ce qu'il y a, de ce qu'on fait au quotidien, de nos compétences premières, de dire tiens, je connais pas ça, je sais pas ça, tiens, je vais aller écouter un cours, ne serait-ce que pour découvrir. Donc, plein d'initiations en plein de choses, pour s'ouvrir aussi le champ des possibles derrière de tout ce qu'on pourrait faire. En quoi ces outils vont du coup permettre de maximiser le potentiel de vos talents? Alors, les outils, déjà en termes de communication améliorée, quand on utilise du Slack, du Teams, c'est beaucoup plus facile de communiquer en temps réel avec les personnes. Donc ça va être le côté coordination et collaboration au sein des équipes qui va être forcément facilité. À ça, j'ajouterais qu'il faut quand même offrir à vos collaborateurs des formations autour de la CNV, donc de la communication non violente, parce que entre ce qu'on pense et ce qu'on écrit, c'est pas la même chose qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on est en train de dire et qui sort par la bouche. Et donc la CNV peut être quand même très importante et essentielle à mettre dès lors qu'il y a énormément d'outils comme ça collaboratifs ou même simplement des discussions en réseau. J'avais fait une formation comme ça à un moment donné où les gens me disaient simplement les mots qu'ils détestaient recevoir par email. Il y avait simplement du chère madame ceci. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Les gens qui ne supportaient pas le merci d'avance. Et donc, en fait, c'est important que vos collaborateurs soient d'accord sur le vocabulaire et le jargon à utiliser, que ce soit par email ou dans les conversations. Le côté on est poli, on ne s'en sort pas en troll. Voilà. C'est des fois des basiques, hein, mais qui sont toujours bons à rappeler. Ça va vous aider donc sur de la gestion de projet. On parlait d'Asana, de Trello, et de d'autres qui permettent vraiment d'organiser les tâches et les projets. Donc ça va aussi rassurer. On est toujours aussi, c'est aussi important, hein, de rassurer les équipes en disant voilà, on va t'aider à optimiser ton temps et on va t'aider à retrouver les ressources facilement. Et tu vas pas perdre ton temps à chercher à gauche à droite. La formation, forcément, parce que plus on se forme, plus on a conscience de ses compétences et plus on a aussi envie d'apprendre. Hein. L'apprentissage amène l'apprentissage. On y prend du plaisir et forcément, ça va avoir un impact sur le développement professionnel. La partie mesure et évaluation, forcément, il va falloir aussi utiliser des KPI, des métriques de ROI qui vont permettre de suivre un peu l'efficacité des programmes de développement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer et optimiser les choses. Et encore une fois, je disais, je parlais des freins et des défis. La résistance au changement, la peur du changement que les gens vont rencontrer. Ça demande peut-être un investissement initial dans des outils qui peuvent être élevés. Donc, ça peut aussi dissuader des petites entreprises. Après, il y a des outils pour tout le monde, pour toute taille d'entreprise. On peut déjà démarrer avec des outils si on est dans une TPE avec un outil qui est déjà gratuit. Et en fonction du temps qu'on gagne et donc de l'argent qu'on gagne, on voit pour le faire évoluer. Et on sait que certains outils ne sont pas forcément toujours faciles à utiliser.
Ça peut nécessiter une formation supplémentaire. Moi, j'ai toujours envie de dire, il faut demander un bêta-test auprès du partenaire qui vous propose l'outil. Il faut que vous puissiez le tester pendant une journée, une semaine, même si c'est avec des fonctionnalités réduites, pour vous rendre compte si oui ou non il va être agréable à utiliser, si l'interface est sympa ou s'il faut cliquer 10 milliards de fois pour arriver au bouton qui vous intéresse. Et ça aussi, ça va être important. Si un outil est trop complexe, c'est qu'il n'est pas optimisé pour votre entreprise. Donc ça, c'est des petites choses. Voilà, c'est soit demander aborder ces sujets quand vous êtes avec vos futurs partenaires, ou alors si vous décidez de déployer vous-même, hein, peut-être que vous pouvez aussi déployer vous-même des outils et les créer, donc faire des POC pour les créer vous-même, c'est aussi tout à fait possible, même si tout le monde n'a pas cette capacité. Je vous parlais de mesurer l'impact, KPI et ROI. Bah oui, parce que c'est important quand même de se dire: «OK, on va utiliser des outils, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce qu'on va vraiment gagner du temps et de l'efficacité?» Parce qu'il faut aussi mesurer l'efficacité de l'ensemble de ces outils que vous allez utiliser. Faut s'assurer qu'ils contribuent vraiment au développement des talents. C'est pas juste un outil pour utiliser un outil. Et si vous mesurez pas, et ben vous allez gaspiller à la fois des ressources, du temps, de la motivation et vous allez perdre potentiellement tous vos talents et d'autres collaborateurs. Et donc, c'est un peu l'optique de faire attention à ça. Dans les KPI que vous pouvez observer à travers les outils que vous allez utiliser, c'est notamment le taux d'engagement des employés. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'interaction des employés avec peut-être votre, je sais pas moi, avec la plateforme de formation. Est-ce qu'il y a un taux d'engagement élevé ou au contraire, est-ce que le taux d'engagement est très faible? Donc, si le taux d'engagement est élevé, ça veut dire que potentiellement sur une plateforme de formation, ça veut dire que vos collaborateurs trouvent la formation utile et donc ils ont envie d'y retourner. Donc ça va être des éléments que vous pouvez normalement facilement calculer. Pareil pour la formation, c'est le taux de complétion. Est-ce que les collaborateurs vont jusqu'au bout de la formation ou est-ce qu'ils sont du style plutôt à swiper pour aller au plus vite? Et donc ça aussi, ça va être des éléments qui vont permettre toujours d'ajuster. Le taux de rétention des talents, on en parlait un petit peu avant, c'est est-ce que vos collaborateurs ont participé à des programmes de formation? Et ce taux, on va pouvoir le calculer en disant, bah tiens, finalement, mes collaborateurs me demandaient quoi, j'ai mis quoi en face et quel est le taux de rétention? Est-ce que ça correspond à leurs attentes? Et est-ce que grâce à ça, j'ai réussi à les garder plus ou pas? Et puis il y a la vie générale, hein, il existe des logiciels où le matin, pour se connecter à l'ordinateur, le collaborateur doit donner un peu son mood et donner un peu sa satisfaction générale, que ce soit vis-à-vis de l'entreprise ou d'un élément en particulier. Donc c'est le fameux NPS. Et ben si votre collaborateur, je sais pas, a mis une note élevée de son taux de satisfaction ou son taux de je me sens bien dans l'entreprise, et ben ça veut dire que potentiellement ils sont peut-être c'est peut-être des futurs ambassadeurs, c'est peut-être des personnes qui vont vous faciliter le recrutement, c'est peut-être des personnes que vous allez pouvoir à qui vous allez pouvoir faire appel pour vous aussi dans certains types de projets. Donc voilà, ce genre de choses peut vraiment vous permettre d'ajuster certains projets, une réorganisation, une structuration, une mise en place de nouveaux outils, peu importe ce que c'est. Plus vous allez comprendre les besoins et les motivations de vos collaborateurs, et plus ce sera facile, effectivement. Et le côté ROI, c'est calculé assez, entre guillemets, basiquement, c'est l'augmentation de la productivité. Est-ce que suite à telle formation, vos collaborateurs sont encore plus efficaces? Ils arrivent à effectuer les tâches plus facilement, plus rapidement? Je sais pas moi, le côté relation avec les clients, le SAV, est-ce qu'il est plus productif? Est-ce que ça répond plus vite? Est-ce que du coup la formation a répondu à leurs besoins? Et donc à partir de là, vous savez s'ils sont plus productifs. Et puis c'est aussi la satisfaction du collaborateur en tant que tel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le collaborateur qui se sent reconnu dans son entreprise, il va avoir moins envie de bouger. Et donc, c'est comment j'arrive à calculer ce genre de choses. Donc là, vous en avez plein plein d'entreprises qui font attention à leur KPI et à leur ROI. Et c'est ce qui permet vraiment d'avoir un impact, que ce soit sur la formation ou autre. Mais en tout cas, ça permet de mettre en place des bonnes pratiques pour vraiment maximiser le potentiel de l'ensemble de vos collaborateurs et pouvoir, c'est des instruments de mesure, hein,
qui va vous permettre vraiment d'évaluer l'efficacité des outils par rapport aux besoins et à la motivation de l'ensemble des collaborateurs. Je check. Martine qui me dit, côté formation digitale, je me suis formée en 2019 au master spécialisé en management digital de l'ESCA. Bravo. Concernant alors les KPI concernant la formation aux outils, bah, ça peut être, on peut avoir la durée de la formation, est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça peut être aussi, alors des KPI, il peut y en avoir tellement autour de la formation aux outils. C'est bah, est-ce que ça a été compliqué de le mettre en application? Est-ce que d'eux-mêmes, ils vont en parler à d'autres personnes? Est-ce que d'eux-mêmes, ils vont proposer des améliorations quant aux outils? Voilà, c'est... et le taux d'utilisation de l'outil déjà. C'est-à-dire si vous avez décidé que l'outil pouvait être utilisé pour 3 ou 4 choses bien précises, est-ce que, 1, c'est vraiment utilisé et est-ce que 2, l'outil peut être détourné pour d'autres choses? Peut-être. Et est-ce que d'eux-mêmes, les collaborateurs le détournent? On peut se poser effectivement plein de questions. L'idée étant de commencer peut-être par 4-5 KPI dans un premier temps, parce qu'après, on passe sa vie à faire des stats sinon. Mais voilà, ça peut être des premiers KPI qu'on peut lancer. Troisième partie, le travail hybride et la gestion des talents. Ici, on va forcément aborder plein de sujets. Pourquoi le travail hybride? Bah, c'est un peu devenu la norme aujourd'hui, surtout dans un contexte post-pandémique, hein, on ne va pas se cacher. Ça offre à la fois des avantages en termes de flexibilité, de bien-être aussi des employés, beaucoup parlent de ça, mais ça peut aussi poser des défis, des difficultés en termes de collaboration et de management. Donc, c'est un peu l'enjeu. En avantage, on a la flexibilité, on l'a vu. Les employés, beaucoup disent avoir un meilleur équilibre vie pro et vie perso. A priori, cette flexibilité permet de mieux satisfaire les collaborateurs et d'avoir une meilleure rétention. OK. C'est une étude de Gartner qui disait que 82% des employés préfèrent un modèle de travail hybride. OK. Bon, après, il y a de tout forcément. Tout le monde n'est pas forcément apte à ça. Tout le monde n'a pas envie de ça. Donc, c'est ce côté, faut être flexible aussi avec les envies et les besoins des collaborateurs. La collaboration, on l'a vu avec les outils numériques, ça permet de mieux travailler ensemble, même si on est à distance. Le problème, c'est aussi le manque d'interaction en face à face qui peut devenir un inconvénient, notamment pour la créativité et la cohésion d'équipe. On a énormément d'entreprises qui avouent avoir eu une baisse de créativité de leurs collaborateurs, parce que comme on n'est pas en face à face et qu'on ne réagit pas à l'instant T sur ce que notre voisin est en train de dire, et ben, du coup, on réfléchit un petit peu moins. Et on est beaucoup plus auto-centré sur ce que l'on est en train de faire. Et donc, il y a beaucoup moins de cohésion d'équipe et de travail d'équipe et de réflexion collective qu'avant. Donc, c'est le côté un petit peu dommage. Dans le côté management, on sait que la gestion à distance, elle n'est pas évidente. C'est pas évident pour un manager de suivre les performances, de suivre l'engagement de son collaborateur, de prendre le pouls, de savoir comment ça va et d'être au courant de tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde au sein de son équipe. Donc ça, c'est le côté un peu difficile. Donc c'est vrai que un des enjeux, ça va être de travailler énormément sur la partie feedback. Feedback qui est à la fois positif et aussi constructif, et pas que des feedbacks négatifs. Donc, il faut aussi travailler ce côté, être capable de faire des compliments aux gens quand ils travaillent bien. Donc ça, c'est le côté un peu défi qu'il va falloir faire sur la partie management. Donc ça, on sait qu'aujourd'hui, travail hybride, c'est clairement incontournable et que quand on dit oui au travail hybride, on dit à la fois oui aux avantages et on dit aussi oui à toutes les complexités qui va avec. Et l'objectif, c'est d'apprendre à naviguer un peu dans ce paysage qui peut être un peu incertain pour arriver à plaire à tout le monde. Encore une fois, on a des outils qui peuvent vraiment aider là-dessus. En termes de gestion du temps, on peut avoir du Time Doctor, du Harvest pour suivre un peu le temps et gérer des rapports détaillés. On peut avoir en termes de gestion de projet, on a du Jira qui est conçu pour les équipes de développement de logiciels, mais aussi des fois pour du SAV. On a Monday qui lui permet toute la partie de gestion de projet de A à Z. Je vous avais parlé d'Asana juste avant.
Donc voilà, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises et beaucoup de services qui existent et qui permettent vraiment d'adapter l'ensemble des outils aux stratégies des entreprises. Je vous ai mis le lien d'ailleurs de Coder. C'est un site qui vous référence, je crois, une vingtaine d'outils en gestion de projet, gratuits ou payants. Donc ça peut être aussi intéressant. L'enjeu aussi, ça va être aussi d'avoir, quand vous allez accueillir, que ce soit en mobilité interne ou en recrutement externe, d'avoir aussi une stratégie en termes de formation et d'onboarding. Alors, tout le monde en parle de l'onboarding, mais c'est pas juste le cahier et le stylo qu'il faut offrir ainsi que le mug. C'est vraiment s'assurer que, puisque vous avez des outils qui sont mis en place, est-ce que les collaborateurs que vous allez intégrer dans le service, qui viennent d'un autre service ou de l'externe, sont formés pour utiliser ces outils. Donc, dans le process d'onboarding, on peut aussi envisager que, avant que le collaborateur n'arrive dans le service, il y ait déjà un temps de formation et beaucoup le mettent dans le process recrutement de manière globale, c'est-à-dire que le recrutement est acté, on a envoyé une promesse d'embauche, le candidat sait qu'il démarre peut-être dans 1 mois ou dans 3 mois ou dans 3 semaines, et ce temps-là, on va nourrir le candidat pour ne pas le perdre, parce qu'on a quand même beaucoup de candidats qui, entre la promesse d'embauche et le jour J, s'en vont. On va nourrir ce candidat, on va lui proposer des formations pour apprendre à découvrir les outils, les apprendre à les utiliser, apprendre à connaître l'organigramme de l'entreprise. Et donc, tout doucement, ils mettent déjà un pied dans l'entreprise. Et en fait, les 3 semaines passent très vite. Et c'est un peu comme s'ils y étaient déjà. Donc, beaucoup commencent à faire ce genre de choses, effectivement, pour vraiment intégrer les collaborateurs. Et puis après, c'est aussi ouvrir la communication, parce que demander à vos collaborateurs qu'ils partagent aussi leur retour sur les outils. Est-ce qu'ils les apprécient? Est-ce qu'ils les utilisent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Ce sera aussi à vous après d'avoir un retour avec vos partenaires pour déployer peut-être un nouvel outil à grande échelle ou effectuer un autre projet pilote avec un autre outil pour pouvoir arriver à adapter. L'idée, c'est toujours de communiquer, parce que plus vous allez communiquer avec les équipes, plus ce sera aussi facile pour eux de s'engager, de s'impliquer et d'avoir envie de travailler à vos côtés. Et en fait, on est toujours sur la base, la base de la rétention et du développement des talents, c'est vraiment la communication. C'est pas forcément la communication à outrance, mais c'est la communication qui va être ciblée, toujours dès lors que vous savez exactement pourquoi votre collaborateur vous a rejoint, quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations. Plus vous êtes au courant de ce genre de choses, et plus ça va être effectivement important et facile de répondre à ses besoins et à ses enjeux. Je voulais vous partager 2 exemples d'entreprises hybrides, Salesforce et Spotify. Salesforce, ils ont adopté le modèle hybride parce que du coup, les collaborateurs peuvent travailler de n'importe où ils veulent sur Terre. Alors forcément, en termes de flexibilité, c'était ultra agréable. Tout le monde se dit c'est cool, on peut bosser de là où on veut. Pour eux, l'intérêt, c'était aussi d'avoir moins de besoins en espace de bureau, et donc ça a réduit aussi les coûts immobiliers. Par contre, la gestion à distance, le management a forcément eu des défis à relever en termes de performance et de culture d'entreprise. Parce que comment arriver à réunir tout le monde sur la même culture d'entreprise quand ils sont tous aux 4 coins du monde et qui se voient peut-être jamais. Il y a aussi en termes de risque, tout ce côté sécurité des données. Oui, parce que comme vous avez des employés qui travaillent à distance, comment vous allez arriver à sécuriser les données? Ça devient aussi un enjeu. Par contre, forcément, en opportunité, c'est toute cette flexibilité géographique qui va vous permettre d'attirer des talents du monde entier et plus uniquement sur un seul territoire. Cette capacité comme vous travaillez avec des personnes qui sont issues de cultures différentes, vous allez avoir une stimulation créative qui va être beaucoup plus importante, à condition, bien sûr, que les équipes arrivent à interagir aussi entre elles. Donc voilà, il y a autant d'avantages que d'inconvénients, de risques que d'opportunités. Et c'est vraiment intéressant de voir à chaque fois, en fonction de ce qui arrive, comment ils peuvent soit maximiser les opportunités et essayer de réduire, si possible, les menaces qui peuvent arriver. Et se dire, OK, on sait qu'ils ne sont pas tous là, donc on sait que le management doit faire ultra attention, il doit y avoir un suivi ultra pointu, on doit faire gaffe à la productivité, donc on va mettre des outils pour aider là-dessus. Et Spotify, c'est la même chose. Ils ont mis en place un programme, c'est Work from Anywhere. Donc en gros, pareil, vous pouvez bosser de n'importe quel endroit. Donc forcément, c'est à peu près la même chose,
les gens ont eu envie d'intégrer l'entreprise. Ceux qui étaient déjà avaient encore plus envie d'y rester parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient voyager et être dans n'importe quel bassin d'emploi. C'est quand même très agréable pour toute cette génération qui a aussi envie de bouger. Pareil, c'est toute la coordination des équipes. Comment on fait pour arriver à coordonner des personnes qui sont dispersées géographiquement? Comment on arrive à maintenir une culture d'entreprise? Vous voyez, à chaque fois, on a toujours comment on s'assure que cet équilibre vie pro, vie perso que tout le monde recherche va vraiment, en offrant ça, augmenter la satisfaction des collaborateurs. Est-ce que c'est juste ça qui augmente la satisfaction des collaborateurs ou s'il y a besoin de d'autres choses? Voilà, tout ça, ce sont pour ces 2 entreprises des défis, mais qui ont malgré tout à chaque fois réussi parce que c'est souvent des exemples qu'on nomme pour tout ce qui est réussite du travail hybride. Après, si vous êtes une TPE et que vos collaborateurs sont dispersés aux 4 coins du monde, vous allez aussi rencontrer des difficultés. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment le côté ultra important, arriver à maximiser et à comprendre que quand il y a une opportunité, il y a forcément un défi ou un risque de l'autre côté. Donc il faut vraiment arriver à jongler entre les deux. Les équipes d'élite, comment on s'assure de leur performance? Aujourd'hui, on le sait, le leadership, c'est un peu le pilier qui va soutenir toute l'équipe. Donc, le bon leader, comme c'est mis, il va transformer une équipe moyenne en une équipe d'élite, normalement, si tout va bien. Comment? Je le redis, il y a la communication. Plus la personne sait communiquer, donc notamment avec de la CNV, de la communication non violente, c'est ultra important. Plus la personne va aussi être capable d'inspirer confiance, de motiver, de reconnaître les réalisations des équipes, de mettre peut-être en place des récompenses, des incitations. Ça aussi, ça va faciliter la rétention et le développement des talents. On le voit partout sur les réseaux, les gens le disent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Donc, c'est comment on peut améliorer ça. Le défi, c'est comment on peut réduire la gestion des conflits, comment on peut faciliter la prise de décision, comment on peut accompagner nos managers à pouvoir identifier et développer les talents qu'ils ont au sein de l'entreprise. À la fois, c'est travailler à la fois sur les talents que vous avez en interne et c'est travailler à la fois sur le management pour les accompagner, pour aussi les rassurer et leur permettre de faire leur travail correctement. Il y aura de la formation aussi, forcément, pour eux. Les outils, alors moi, mes outils préférés, alors je vous en ai mis 2. Il y a le côté KPI spécifique pour essayer de quantifier les objectifs et de mesurer vraiment la manière dont l'entreprise, dont l'équipe est performante. Et puis, il y a le côté feedback que j'aime énormément. Donc vous avez calculé quoi? En KPI, on peut calculer le taux de rétention des employés. C'est-à-dire est-ce que l'entreprise arrive à retenir ses talents? On peut calculer la satisfaction des clients. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, la qualité de service ou la qualité du produit fourni est bien ou pas? On peut aussi calculer le temps de cycle d'un projet. Est-ce que la gestion de projet prend du temps? Est-ce que c'est, je sais pas moi, 1 mois, 3 mois, 6 mois? Est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce qu'on peut le réduire? Tout ça, ça va être le défi, c'est toujours de choisir les bons KPI qui sont alignés forcément sur les objectifs de l'entreprise. Choisir des KPI, on peut taper, je suis sûre, sur Google, liste les 100 KPI à connaître. Je suis sûre qu'on va avoir une liste qui va apparaître. L'objectif étant toujours, c'est quoi l'objectif premier de l'entreprise? Donc on est obligé de partir du besoin de la boîte. Et à partir de là, c'est je vais collecter des données et je vais pouvoir calculer mes KPI tranquillement. Sur le feedback, forcément, c'est ouvrir la communication, avoir une communication qui est ouverte, qui est honnête, pour vraiment favoriser l'engagement des collaborateurs. Vous avez un outil qui s'appelle 15-5. Je le dis en français, c'est peut-être pas très français d'ailleurs, mais qui est plutôt pas mal, qui permet de faire des checks assez réguliers. Je vous le mets dans le chat. Et qui vous permet vraiment de mesurer à la fois le moral et l'engagement des collaborateurs et de vérifier l'avancement de pouvoir faire des retours très, très rapides, que ce soit des retours entre pairs, des retours par le manager. Et donc ça, c'est plus on va encourager les employés à fournir un feedback et plus ce sera facile aussi de continuer à s'améliorer et à progresser. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui sont le feedback est plutôt sympa. Je crois que c'est Facebook qui avait lancé les kudos, où à la fin d'une réunion, chacun doit faire un compliment à une personne dans la salle en la remerciant pour quelque chose.
Donc ça peut être voilà, des petits éléments qui peuvent être facilement mis en place et qui permettent vraiment de booster la confiance en soi des collaborateurs. Plus vous avez des collaborateurs motivés, confiants, heureux, plus ils seront engagés. C'est assez facile à deviner. La dynamique intergénérationnelle, importante, je terminerai là-dessus. Il faut comprendre les différences entre les générations, c'est important. 66% des entreprises considèrent ces différences comme un défi RH. On les a, alors je ne voudrais pas rentrer dans des généralités parce que je déteste ça, mais on va dire, allez, je vais quand même en faire. On va dire qu'on a les baby boomers qui eux, sont plutôt du style à valoriser la stabilité et la loyauté. On va dire de manière générale, c'était ce qui ressortait de cette génération. On a les X qui sont un petit peu plus indépendants, qui eux vont valoriser un peu l'équilibre travail-vie. On a les millénials, donc les Y qui cherchent le sens et l'épanouissement personnel. Et on a les Z, nos fameux digital natives qui ne le sont pas toujours, qui eux vont plutôt valoriser la diversité et l'inclusion. Voilà, si on devait schématiser, on va dire que ce sont que chaque génération a amorcé une réflexion pour la génération suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les digital natives, ils veulent aussi du sens, ils veulent aussi un équilibre, ils veulent aussi de la loyauté. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour une génération, tout s'accumule au fur et à mesure. C'est-à-dire que les premiers ont travaillé, la première génération a travaillé pour la seconde a travaillé pour la troisième, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, effectivement, il y a des défis. Il y a des défis en termes de communication parce que vous en avez qui vont préférer les communications en face à face. Il y en a qui vont préférer les communications sur des messageries instantanées. Il y en a qui détestent de prendre le téléphone. Il y en a qui détestent… Enfin, voilà, chacun va avoir sa préférence. C'était PwC qui avait fait une enquête en disant que 41% des millennials préféraient communiquer électroniquement plutôt qu'en face à face ou par téléphone. Demander à un millennial de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, il va lui envoyer un SMS. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours, on est toujours sur de la formation. Familiariser toutes les générations avec les différents outils de communication, les former à la CNV pour qu'ils comprennent comment chacun fonctionne, comprendre comment on peut s'adapter les uns aux autres, comment on peut utiliser des canaux peut-être de communication mixte, c'est-à-dire qui pourraient convenir à tout le monde. Et donc ça, il n'y a que de la sensibilisation, de la communication qui va pouvoir faciliter ce genre de choses. Et après, on n'a pas les mêmes attentes forcément en termes de développement professionnel. Vous en avez qui cherchent la stabilité, d'autres qui veulent pouvoir croître très vite dans l'entreprise, d'autres qui ne veulent pas devenir manager. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus devenir manager, d'autres qui veulent juste faire de la gestion de projet, d'autres qui veulent voyager. Vous avez des envies différentes. Et encore une fois, c'est pas typiquement lié à un âge, mais c'est lié à une mentalité et à un besoin à l'instant T. C'est-à-dire que quand on a tous été jeunes, on a tous été des rebelles contre nos parents, donc c'est tout à fait normal que les jeunes aujourd'hui se rebellent aussi contre la vie et tout. On a fait la même chose à leur âge. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire, OK, comment on peut mettre en place peut-être des programmes de mentorat, comment on peut faire peut-être des plans de carrière personnalisés, comment on peut travailler sur la flexibilité et l'agilité dans les rôles qu'on va donner à chacun. C'est-à-dire qu'une personne peut ne pas avoir un parcours de vie linéaire dans l'entreprise, mais peut-être simplement changer de rôle, de posture dans l'entreprise. Ça peut aussi avoir cet aspect-là. Donc l'objectif, c'est vraiment à un moment donné d'arriver à adapter les stratégies d'embauche pour vraiment mieux développer et retenir les talents. Donc c'est des programmes de formation, de la communication et du feedback, des technologies pour combler le fossé générationnel. Parce que on peut tous apprendre de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Je me rends compte que dans cette présentation, je ne vous ai pas du tout donné les statistiques que Perrine attendait depuis le début. Je me rends compte. C'était sur une autre presse que j'ai préparée également hier soir, mais qui n'est pas dans celle-ci. C'était Alors, je vais te le donner, du coup, Perrine. Je ne veux pas que tu repartes frustrée. Merci. Non, mais j'allais te poser la question. Je me disais tout à l'heure, mais pourquoi mes pourcentages n'arrivent pas Je ne les vois plus sur ma presse, mais c'est normal, ce n'est pas la bonne presse. C'est le fameux 80-20, en fait. On est toujours sur la loi de Pareto, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nos talents représentent 20% de la masse salariale et réalisent 80% de la productivité pour l'entreprise. Et donc, l'objectif, ça va être aussi de se dire, OK, c'est de comprendre aussi les besoins. Et je bosse beaucoup là-dessus sur comprendre les besoins et les motivations des collaborateurs, indépendamment de leur âge, encore une fois. Et j'avais fait si vous retrouvez sur mon profil LinkedIn, j'ai une newsletter. Et dans une des newsletters, j'ai parlé des 40 leviers de motivation. Et à un moment donné, c'est aussi se poser la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les gens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est manager, on ne peut pas
se dire que moi, mes équipes, c'est l'argent qui les intéresse. Ben non, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça. Tout le monde doit remplir le frigo, on est d'accord, mais c'est pas peut-être la motivation première. Et c'est se poser la question de quelles sont les peut-être 2 ou 3 motivations premières au sein de mes collaborateurs et comment je peux travailler là-dessus pour vraiment les aider à se développer, à grandir et à rester dans mon entreprise si possible. Et la rétention des talents, c'est pas forcément faire en sorte qu'ils ne bougent pas au même poste, mais c'est peut-être aussi, comment je peux vraiment penser leur plan de carrière. Est-ce qu'ils auront envie de changer de métier, de secteur, de posture dans mon entreprise? C'est ça aussi qui peut être intéressant, sans oublier le côté, où ils peuvent revenir, ils peuvent partir et revenir dans l'entreprise. Il y en a de plus en plus qui le font. Alors c'est très facile forcément, outre-Atlantique parce qu'on n'a pas le même droit du travail, mais voilà, c'est aussi des choses qui reviennent de plus en plus en France. Et puis après, c'est aussi comment on peut travailler pour que ces 80% de collaborateurs qui ne sont pas nos hauts potentiels de l'entreprise, comment on fait aussi pour les engager davantage, leur permettre peut-être de monter en compétences et d'amener aussi plus de productivité. Donc, comment je m'occupe de leurs besoins, de leurs motivations, que ce soit à travers de la formation ou d'autres choses, de la reconnaissance. Hein. Beaucoup attendent quand même aussi un peu de reconnaissance. Il y avait des enquêtes qui disaient que si le manager ne disait simplement bonjour et merci, la plupart des gens resteraient dans l'entreprise. On se dit juste, mais attends, c'est une base, ça, normalement, pourquoi c'est pas effectif? Donc, l'ensemble de ce webinaire était peut-être un peu, a pu paraître des fois un peu généraliste, mais souvent c'est rappeler en fait le bon sens paysan qui est ultra important et qui doit reprendre sa place aussi dans l'entreprise, en disant en fait il existe déjà énormément de choses, on n'est pas obligé de réinventer la roue et que beaucoup de choses sont très bien, existent déjà en France et existent déjà dans l'entreprise. Il faut juste arriver à les adapter toujours aux besoins et à la motivation des collaborateurs, parce que plus on répond à leurs besoins et plus eux vont être en capacité de répondre aussi aux besoins de l'entreprise. Donc en fait, c'est une suite logique. C'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est un cercle vertueux, en tout cas, de ce qui est possible. Juste pour revenir sur les 20%, parce que tu as parlé de 20% de masse salariale, c'est la Ouais. même chose que 20% des collaborateurs quel est aussi l'impact du salaire finalement dans les talents? Est-ce qu'on rémunère mieux ou est-ce que finalement on revient au levier de départ et résultat, tu adaptes un peu ta réponse en fonction de tes besoins? Enfin, voilà, est-ce que c'est la même chose pour toi, en tout cas, masse salariale et collaborateurs, quoi? Ouais, alors je me suis trompée, c'est vraiment les collaborateurs. Parce que du coup, c'est pas la même chose que la masse salariale, effectivement, la rémunération va pas être prise en compte. On peut avoir des gens qui sont nos fameux talents au potentiel, dont leur motivation n'est pas l'argent premier. Et donc, c'est pas forcément ceux qui vont coûter le plus cher. D'accord, ok, merci. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, très, très simplement, que l'ère numérique, c'est une opportunité, que c'est clairement pas un obstacle, que les outils collaboratifs, c'est un levier de performance, que le travail hybride est là pour faciliter la flexibilité et le bien-être, et que c'est propre à chacun, encore une fois. Que c'est important aussi de mesurer pour pouvoir améliorer tout ce que vous allez pouvoir mettre en place comme indicateur, parce que c'est quand même un peu le thermomètre de votre culture d'entreprise. Que l'intergénérationnel, j'y tiens énormément à l'intergénérationnel, c'est une force et qu'il ne faut pas oublier quand on parle de talent, les plus de 45 ou les plus de 50 ans, et qu'il faut surtout passer à l'action en fait. Maintenant, vous avez les clés un peu pour transformer la gestion des talents. Et comme je dis très souvent, hein, c'est beaucoup, beaucoup de bon sens. Et la petite punchline que j'avais mis à la fin, c'est n'attendez pas que le changement vienne à vous, mais soyez le changement. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci Thibaut, à bientôt. Est-ce que tu as d'autres références à nous conseiller en termes de lecture? Enfin, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant de voir qui suivre sur LinkedIn, etc. Quand on démarre, justement, parce que moi, je suis un peu la Derrière moi. nouvelle, il faut bien commencer par... ça, c'est bon, c'est fait déjà. Je peux te recommander un podcast qui Ouais. s'appelle Ça vient des RH. Et que j'aime énormément et qui est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment le côté RH sans langue de bois. Ok. Et donc, tu verras, c'est Julien Morisson sur LinkedIn qui le fait avec 2 autres camarades. Mais j'ai plus leur prénom, ils vont m'en vouloir.
Après, la communauté RH, enfin, tu as des communautés RH sur Slack. Tu as Assess First qui a une communauté RH qui propose un Slack. Et après, alors c'est plus aussi des recruteurs que j'ai. Faudrait que je regarde. J'ai aussi une communauté dédiée à tout ce qui est outils collaboratifs et no-code. Donc, si jamais ça peut t'intéresser. Ouais. Faut que je check dans tous les Slack, parce qu'il y en a beaucoup des Slack, du coup. Tu as beaucoup de professionnels comme ça qui se regroupent. Après, si tu veux découvrir des partenaires, tu peux suivre France Digital, parce que du coup, tu as souvent les mêmes qui interagissent. Ouais. Après, tout dépend, voilà, en termes de développement RH, les thématiques qui pourraient t'intéresser plus que d'autres. Parce que je sais qu'il y a des communautés autour du knowledge management. Après, tu as des communautés aussi de RH. Tu as Parlons RH, tu as le média Parlons RH que tu peux suivre. Ils font souvent des événements. Donc, eux, ils sont plutôt pas mal. Et après, derrière, ils font plein d'actions. Et très souvent, on va retrouver un peu tout le monde dans ces endroits-là, quoi. On se retrouve tous, généralement. Le réseau est tout petit à Paris. Tu es sur la région parisienne ou pas? Ouais. Donc, on se retrouvera aux apéros. Ah, bah écoute, c'est un bon levier de motivation chez moi. Ouais, toujours ça. Et j'avais une autre question, c'est pour le coup pour venir du non RH. C'est quel est le bon niveau de communication? Parce que tu dis que c'est hyper important de communiquer. Et parfois, en tout cas, dans mon entreprise, tu as le sentiment que la communication, elle est un peu éparpillée. Il y a la com interne sur les événements RSE, après, que c'est pas forcément homogène, que c'est trop souvent, que c'est pas assez souvent. Enfin, comment est-ce qu'on fait? Enfin, c'est certainement que tu n'as pas la réponse, mais c'est ma question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour engager sans que ça paraisse ni pipeau, ni trop, enfin, voilà. Tu vas utiliser les mêmes outils que tu utilisais au marketing, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service RH a besoin de se marketer pour communiquer la bonne information au bon moment. Donc là, je te renvoie au 4P du marketing, mais en fait, c'est ça. Et le service RH a vraiment besoin de ça. Parce qu'en fait, dans un service RH, tu as tellement de métiers que tout le monde veut communiquer, tout le monde confond. Quand les collaborateurs râlent après les RH, ils râlent peut-être après le service paye, tu vois, parce qu'il y a eu une erreur lors de la dernière paye. Donc, et du coup, ils englobent le RH de manière générale. Alors qu'en fait, c'est vraiment arriver à expliquer que fait le RH, quel est son métier, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés d'un RH. Si tu écoutes les salariés, les RH sont forcément cul et chemise avec la direction et ils font rien pour eux. Si tu écoutes la direction, les RH sont trop du côté des collaborateurs. Enfin, tout le monde, c'est un pilier, le service RH, qui n'est pas forcément suffisamment reconnu au sein de l'entreprise, qui n'a pas forcément toujours sa place dans un CODIR ou un COMEX, alors que ça devrait être automatique, parce qu'il est essentiel. Et ce qu'on reproche souvent au RH, c'est sa non-culture financière. C'est-à-dire que très souvent, on va donner la priorité peut-être à un DAF, alors qu'en fait, si le DRH et le DAF arrivent à travailler ensemble, ils font des merveilles en fait. Et c'est là où le DRH, enfin le service RH arrive vraiment à prendre sa place au sein d'une entreprise. Mais c'est toujours l'importance qu'on va lui donner, le côté financier qu'on va lui octroyer aussi, la liberté de ton qu'on lui donne aussi. Enfin, souvent, le service RH peut être aussi pieds et mains liés en fonction de ce que la direction lui dit ou pas. Donc, c'est des rôles souvent très politiques, hein, malheureusement. Alors qu'ils ont un enjeu qui est pour moi, ça fait partie des piliers essentiels dans une entreprise. Et, si j'ai une question aussi, merci déjà pour la présentation. J'ai trouvé ça super intéressant. Merci. Alors, moi, je m'intéresse justement à faire évoluer les talents dans le domaine du numérique. Et je me demandais en fait à qui je dois m'adresser dans l'entreprise. Est-ce que c'est au RH ou est-ce que c'est au patron ou est-ce que c'est au responsable informatique ou voilà, c'est qui la personne ressource en entreprise qui gère tout ça? Ça va être le RH. Mais après, tout dépend comment c'est structuré en interne. Le patron peut aussi. Et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, pourquoi pas avoir deux approches? Une approche, entre guillemets, humaine pour le RH, pour lui montrer qu'on peut lui apporter en l'accompagnant.
et le côté patron, c'est lui montrer le gain financier qu'il va avoir en le faisant. Exact. Intéressant. Merci. Oh bah, de rien. Pas d'autres questions, mesdames? C'est tout bon pour vous? Eh ben, écoutez, au plaisir de vous retrouver, sur LinkedIn ou au prochain webinar. Je pense D'accord. qu'il y en a plein où ça va être moi aussi. Ah Et puis, bon? peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Merci au revoir. beaucoup. À bientôt, Amélie. Au revoir. Bonne journée, au revoir.